Bonjour, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus sur notre chaîne Révolution 2.0. Grand merci à tous nos nouveaux abonnés, bien évidemment à ceux également qui ont été parmi les premiers à s'abonner à notre chaîne. Eh bien, comme vous le savez, en tous les cas, pour ceux qui sont habitués désormais à nos rencontres, nous tentons un tout petit peu, autant que nous le pouvons, justement, d'apporter, on va dire, à notre grain de dosage dans un monde en plein bouleversement géopolitique. On a un peu le sentiment, et c'est peu de le dire, que la politique véritablement ne convainc plus eh bien, les peuples à l'échelle de la planète, tout comme d'ailleurs les médias mainstream. Et donc, notre chaîne, qui se veut une chaîne alternative, est là justement pour apporter son éclairage, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet. Il est d'autant plus important que je vous demande de rester hyper concentré. Ça vous permettra que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, etc., ou même en Afrique. Ça vous permettra de comprendre un tout petit peu ce qui se passe. On va parler eh bien, d'un certain nombre de pays qui ont été historiquement des colonies françaises. Nous sommes là du côté du continent africain. C'est ce que beaucoup appellent d'ailleurs les États francophones d'Afrique. Alors, moi, je n'aime pas trop cette terminologie. Il faut quand même dire que dans tous ces pays-là, il y a des langues et non des ethnies, comme certains voudraient bien le faire croire. Et le français n'est qu'une langue, finalement, on va dire, héritée de la période coloniale. Alors, justement, on va parler de cette période coloniale. Vous le savez, eh bien, plusieurs pays, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que de l'Afrique centrale, ont été des colonies françaises majoritairement, et puis spécifiquement pour un certain nombre d'États, il y a eu bien évidemment la présence d'abord des Britanniques, puis des Allemands. C'est le cas d'un pays tel que le Togo par exemple, ou même le Cameroun et d'autres. Alors nous n'allons pas revenir sur toute cette histoire. Ce qui se passe, c'est que, vu d'Europe, et surtout au niveau de la France, on a l'habitude d'entendre de la bouche des élites françaises et même sur les masses médias lorsque l'on parle de ces Africains qui bravent monts et montagnes pour se retrouver sur le territoire français. Il y a ce terme extrêmement déshumanisant, humiliant et même totalement péjoratif, qui est utilisé justement pour, comment dire, pointer du doigt cette population africaine. Alors, on parle d'immigrés, voilà, si ce n'est d'immigrés clandestins, et même certains sont allés jusqu'à parler d'une immigration sauvage. Ce que beaucoup ne savent pas d'ailleurs, c'est que il y a quand même des causes, sinon des raisons profondes qui sous-tendent cette immigration sur la France. Et je trouve personnellement un peu hypocrite, sinon vraiment totalement hypocrite, que ces élites françaises n'osent pas dire la vérité à leur population, parce qu'au fond, beaucoup de Françaises et de Français qui, disons-le, ne sont pas naturellement de façon symptomatique raciste, le deviennent parce qu'ils ont finalement le sentiment d'être envahis, d'avoir des problèmes de sécurité, des problèmes d'emploi, de trésorerie, etc., etc., du fait simplement de la présence de ces Africains. Alors, on voit beaucoup de, comment dire, de Français qui votent, font le choix du vote des partis extrémistes en pensant que cela va changer leur situation. Que non. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Les raisons profondes pour lesquelles il y a autant, comment dire, d'immigrés africains, à la différence de ces Français qui partent en Afrique, qu'on n'appelle pas immigrés, mais qu'on appelle plutôt expatriés
Déjà au niveau des terminologies, vous voyez un tout petit peu que les dés sont jetés. Bref, on va pas faire le focus là-dessus, hein. Mais pour bien comprendre, on explique simplement à nos amis français ce qui se passe, et même plus largement aux Européens ce qui se passe. Alors, finalement, la période coloniale en France a pris fin, on va dire, sensiblement à la fin des années 50. La plupart de ces États ont eu leurs indépendances, on va dire, en 1960, hein, pour beaucoup d'entre eux. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Et même quelques années après ces fameuses indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on appelle dans un jargon bien indiqué, eh bien, des indépendances sous haute surveillance. Il y a des accords qui ont été imposés, je ne dirais pas signés ou même proposés à ces États avant leur accession à l'indépendance ou même après la période post-indépendance. Ce sont des accords qui ont été imposés et qui jusque-là sont scrupuleusement respectés. Vous allez comprendre à la fois pourquoi. Eh bien, il y a eu et il y a encore autant d'instabilité, notamment en termes de coups d'État, par exemple, dans ces pays dits francophones. Et pourquoi aujourd'hui on assiste à toute cette guerre asymétrique, cette guerre, j'ai envie de dire, sauvage, cette guerre hybride que subissent un certain nombre de pays africains, notamment c'est le cas de Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le Mali qui, le 17 de ce mois de septembre, là encore, a dû faire face à une armée de terroristes, hein, des terroristes qui s'en sont pris à une école de gendarmerie. Les images ont tourné en boucle et d'ailleurs, on a suivi avec, comment dire, un pincement au cœur. Franchement, quand on est africain et qu'on attend un certain nombre de choses, ça fait chaud au cœur. Un pincement au cœur. Un Ivoirien interviewé sur RFI et qui semblait faire un décryptage, mais franchement, qui laissait encore une fois, qui ne laissait pas de doute, hein, finalement, à l'état d'esprit de certains Africains qui pensent que être de l'autre côté de la barrière, eh bien, c'est tout bénéf pour eux. Malheureusement, on aurait difficilement imaginé que la France soit attaquée en plein cœur de Paris par des terroristes et que sur les médias africains, par exemple, un Français donne une interview où il parle de percées des terroristes, d'attaques stratégiques. Bref, ça aurait été simplement dément, voilà. Mais bon, il n'y a que les Africains pour croire que la seule façon d'être intellectuel et d'être politiquement correct, c'est simplement d'endosser la robe du colon. C'est dommage. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je pense que ces personnes ne le méritent pas. Quoi qu'il en soit, notre rencontre aujourd'hui fait un focus sur un certain nombre d'accords, au nombre de 11 notamment. On va les égrener les uns après les autres. Cela vous permettra justement de comprendre ce que c'est concrètement que cette problématique du sous-développement de ces États, ces ex-colonies françaises en Afrique, de l'insécurité qui y règne, des coups d'État, des rébellions, voire même, comment dire, des terroristes qui essaiment dans un certain nombre de pays, et finalement de la vague migratoire qui est la conséquence justement, comment dire, du manque de débouchés, du sous-développement, de la pauvreté, voire même de la précarité dans laquelle vivent un certain nombre de populations, sans exception. Hein. On parle quasiment de tous ces pays. Que vous prenez ces pays de l'Afrique de l'Ouest ou ces pays de l'Afrique centrale, c'est vraiment la même situation que toutes ces populations traversent. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, les Ivoiriens
vivent mais dans une galère qui ne dit pas son nom. Autant le dire, hein, plus de 25 millions d'habitants, lorsque vous avez une poignée d'individus qui s'en sort et que le plus gros du lot tire le diable par la queue et à force finit par devenir ami du diable, voilà, ça ne laisse pas de doute hein, finalement sur les problèmes les plus profonds. Et c'est le cas également des pays tels que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal, un pays que je connais très bien, Nagadef les amis, voilà. Et puis le Togo, le Bénin, et puis de l'autre côté de la barrière, vous avez des pays tels que le Cameroun, le Gabon, voilà, le Gabon, potentiel producteur à la fois de bois et de pétrole, avec un peu plus de 4 millions d'habitants, mais là aussi, une population qui végète dans la pauvreté. Le Gabon qui est d'ailleurs l'un des épicentres de la France-Afrique, on va certainement en parler un de ces jours. La Centrafrique même, hein, c'est le nom d'un État. Bref, tous ces problèmes seront égrenés. Vous allez comprendre pourquoi ces États, depuis toutes ces années, toutes ces décennies, sont restés à ce stade de sous-développement. Ce n'est pas tant parce que ces Africaines et ces Africains ne sont pas intelligents, n'ont pas les mêmes cerveaux que les autres, loin de là. C'est simplement parce que le système les a tellement verrouillés que finalement, eh bien, ceux qui parviennent à respirer sont ceux qui placent le nez juste au niveau d'une persière. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est vrai que vu de France et de plusieurs pays à travers le monde finalement, les États africains dits francophones, il faut peut-être le préciser comme ça, qui constituent les ex-colonies françaises sont, comme qui dirait, incapables, ou plutôt seraient incapables, de se prendre en charge hein, sans l'apport de la France. Et les jeunesses de ces pays seraient plutôt condamnées à être des migrants. On attend ça et là, parfois d'ailleurs, hein, certains leaders d'opinion français traiter cette population issue de l'immigration de cette partie de l'Afrique vers la France de tous les qualificatifs déshumanisants et même humiliants, je l'ai dit d'entrée de jeu. On va peut-être voir hein, ou revoir certains propos de quelques politiques sur des médias. Je vous dis, quand vous êtes africain, vous avez mal. Personne n'est renvoyé dans son pays d'origine. Tout le monde reste, tout le monde s'installe. Et alors que nous avons 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, que notre système de santé est saturé, que nos comptes sociaux sont en train de ployer sous le coup, eh bien, on continue à accepter des gens qui arrivent. Je disais immigration, c'est la mère de toutes les batailles. C'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive. C'est à cause de l'immigration. Donc si on arrête l'immigration... Avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance? Ah, ben il y aura quasiment plus, oui. Ah, ça, j'en suis sûr. Bon. Deuxièmement... C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Donc ils sont français? Alors justement, on va traiter ça. Laissez-moi finir. Deuxième question. Donc je supprime le regroupement familial. Le droit d'asile ne sera plus qu'une poignée de gens qui seront, et pas à 130 000 comme aujourd'hui. Les étudiants, pareil. Toutes les sources d'immigration, je les taris. D'accord? Je supprime l'AME, je supprime les prestations sociales non contributives aux étrangers, je supprime le droit du sol, c'est-à-dire qu'on ne sera plus français parce qu'on est né en France. La France ne peut accueillir
toute la misère du monde. C'est une petite phrase du Premier ministre français à l'époque, Michel Rocard notamment, une phrase qui a été prononcée à partir de 1989, cela peu après la réélection justement de François Mitterrand. Elle est d'ailleurs devenue finalement proverbiable, si j'ose dire, et a été utilisée régulièrement, mais sinon peut-être même un peu trop régulièrement, eh bien depuis pour, dit-on, justifier le contrôle et la maîtrise des flux migratoires. Sauf qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, cette misère post-coloniale france-africaine, il faut la qualifier ainsi, elle existe bel et bien, justement, pour cause des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, c'est-à-dire la France. Eh bien, ces accords concernent notamment de nombreux domaines ouvrés. Écoutez très bien, ça devient beaucoup plus intéressant. Des domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. Le franc CFA, qui est la monnaie utilisée dans la plupart de ces pays, que ce soit au niveau de la zone CEMAC que de la CEDEAO, donc de la zone de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, cette monnaie-là, et c'est cela qui est tout à fait ironique, c'est une monnaie qui est fabriquée sur les territoires français. Voilà, c'est une monnaie qui est fabriquée sur le territoire français et pourtant, c'est une monnaie qui n'est pas convertible sur le territoire français. C'est tout le paradoxe, mais bon, on fera un jour, un focus sur ce fameux franc CFA de l'Afrique. Alors, on continue notre marathon. Eh bien, il y a, je l'ai dit tantôt, dans cette chronique, nous allons donc détailler avec la plus grande minutie les 11 principales composantes de ces accords signés juste avant les indépendances et qui d'ailleurs sont toujours en vigueur et appliqués, tenez-vous bien, à la lettre par les États ex-colonies françaises, ce qui constitue finalement un cordon ombilical entre la France et ses États. Qu'est-ce qu'il en est? On va voir. Alors, parlons de ces fameux accords entre la France et ses ex-colonies. Numéro uno, comme diraient certains, numéro un, on en parle beaucoup plus sérieusement à présent. Ouvrez les oreilles si vous êtes françaises et français et que vous pensez finalement que ces Africains qui se retrouvent en France, qui dorment à la belle étoile sur des cartons, sur des sacs plastiques, qui errent dans les rues, qui travaillent, comme vous l'avez vous-même dit, au black. Tiens, c'est une expression inventée, encore une fois, pour, on va dire, voilà, c'est une sorte de cliché, le travail au black. Mais pourtant, quand ils le font, certains sont bien contents. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Vous allez comprendre que finalement, vos politiques ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité, car tous ces États sont immensément riches. Mais du fait justement de ce cordon ombilical entre la France coloniale et ses États, difficile de décoller. Comme quoi, quelle que soit la performance d'une fusée, si vous y mettez dans son arrière-train, l'équivalent du poids d'une pyramide égyptienne, cette fusée, ma foi, ne décollera jamais. La dette coloniale, numéro 1. Pour remboursement, tenez-vous bien, remboursement des bénéfices de la colonisation, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Finalement, nous cherchons toujours le détail de ces coûts. On n'a pas encore la facture, mais enfin, l'évaluation des bénéfices et des conditions d'ailleurs de paiement imposées par la France aux pays africains.
eh bien, la France considère que finalement, pour avoir débarqué sur des territoires étrangers et y avoir instauré d'abord l'esclavage, la traite négrière et ses corollaires, eh bien, c'est encore une fois elle qui doit être dédommagée pour avoir construit des infrastructures sur les cendres des territoires qui existaient d'ailleurs avant son arrivée. Cette dette existe encore et d'ailleurs Haïti était un très bel exemple. Numéro 2, allez, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Eh bien, les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi donc, la France garde les réserves financières, de 14 États africains, ce depuis 1961. C'est vrai que depuis lors, il y a eu du saupoudrage, du maquillage. On a tenté à coup de grands renforts médiatiques, et de communication élaborée, de faire comprendre que non, que oui, les États africains désormais sont eux, ce sont eux qui gèrent leur pactole et que la France n'y est pour rien. D'ailleurs, on a vu Emmanuel Macron débarquer à Abidjan en compagnie Alassane Ouattara, d'un certain Alassane Ouattara, lui aussi, qui était on oublie ce sujet-là. Voilà, Macron et Ouattara parlaient d'éco, etc. Bon, voilà. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, la France, donc, garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961, soit environ un an, juste après les indépendances. C'est le cas du Bénin, du Burkina Faso, l'ex-Haute-Volta, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Togo, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, du Congo, Brazzaville, à ne surtout pas confondre avec le Congo-Kinshasa, de la Guinée équatoriale et enfin du Gabon, je l'ai dit, qui constitue avec la Côte d'Ivoire les deux pôles de la France-Afrique. Ainsi donc, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait, finalement, qu'elles sont, on va dire, pilotées, c'est du pilotage automatique, directement par le gouvernement français, sans aucun lien d'ailleurs avec les autorités financières des pays tels que ceux à la fois de la CEMAC et de la CEDEAO. Il faut bien savoir que la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, tandis que la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Deux institutions au sein desquelles siègent des Français. C'est tout vous dire. Ainsi donc, du fait des conditions qui lient les banques de ces zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir, dit-on, les risques financiers. Alors, quand vous êtes dans la dèche, dans la galère, que vous ne parvenez pas à vous en sortir, à créer de l'emploi et même finalement à rendre davantage performant l'école, donc l'éducation, la santé, à créer les conditions de l'autosuffisance alimentaire, des infrastructures, etc. Et qu'on vous dit qu'on garde 20% supplémentaires de votre pactole, pour les risques financiers. À quoi sert l'argent si ce n'est pour améliorer les conditions de vie des populations? Voilà. Et de plus, les banques de ces zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent, là encore, à 20% des recettes d'État de l'année. L'année N-1, bien que la BEAC et la BCAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français. Eh bien, ces retraits, d'ailleurs, doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. En gros,
vous avez votre pactole avec moi. Voilà, c'est votre pactole, c'est votre droit. Vous devez théoriquement le reprendre quand vous voulez. D'autant que là encore, c'est votre pactole. Mais au final, c'est moi qui fixe les conditions. Quand bien même c'est vous qui travaillez. Bon, c'est une caricature, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et la décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. Voilà, il faut bien comprendre ça aussi. Et finalement, des réserves investies sur la place boursière parisienne, la question c'est que gagnent ces États finalement lorsqu'il y a spéculation au niveau de la bourse parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont donc déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française et les deux banques de la zone CIFA sont donc africaines de par leur nom, mais finalement ne décident d'aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire, eh bien, les pays eux-mêmes ne savent d'ailleurs même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenus par l'administration du Trésor français et les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine. Mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Eh bien, seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français en connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement des sommes, et les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations. C'est une déclaration d'ailleurs, un constat qu'avait fait Gary Bush, un nom à retenir pour ceux qui aiment bien fouiller, se documenter. Gary Bush, G-A-R-Y, Bush comme Bush. Ça vous rappelle certainement quelqu'un, et là, vous allez peut-être intégralement revoir ou découvrir son analyse sur la question. Alors, au final, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? 500 milliards de dollars des caisses africaines au Trésor français. On estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars. Ce n'est ni 5 milliards de dollars, encore moins 5 millions de dollars, ou même 50 milliards de dollars, mais 500 milliards de dollars. Alors, reste à savoir si depuis lors, la facture n'est pas montée, mais en tout cas, elle est donc prête à tout. Finalement, la France serait prête à tout afin de combattre toute personne qui chercherait à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains, quant à eux, ne disposent pas d'accès à cet argent. La France leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Et si elles ont besoin de plus, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leurs propres fonds à hauteur de 65% du Trésor français à des taux commerciaux. Et de plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond, quant à lui, étant fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Et si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, eh bien, la France dispose d'un droit de veto. Pour mon argent, c'est vous qui avez le droit de veto. Extraordinaire. On continue. Eh bien, l'ancien président français, d'ailleurs, vous allez peut-être vous souvenir de ces propos de Jacques Chirac, que je m'en vais citer maintenant, qui disait, voilà, nous devons être honnêtes. Quand il dit nous, il parle évidemment de ses compatriotes et de l'élite de l'oligarchie française. Nous devons être honnêtes et reconnaître qu'une grande partie de l'argent dans nos banques viennent précisément de l'exploitation du continent africain. C'est d'ailleurs une vidéo que vous pouvez trouver facilement sur les médias sociaux. Vous n'avez qu'à chercher Jacques Chirac et les propos sur l'Afrique et vous trouverez.
Alors, petite pause, quelques secondes seulement. Si vous êtes avec nous, je vous pose cette question. Peut-être que ça vous permettra de gagner un petit cadeau. C'est une surprise, hein. Pour l'instant, on n'a pas le droit de faire de la pub. Nous sommes une jeune chaîne tout à fait naissante et voilà, on n'a pas encore le droit de faire la pub. Mais en off, vous aurez peut-être un petit cadeau. Moi, je vous pose juste cette question. Sur 3 réponses, vous avez un seul choix. Vous nous écrivez pour nous faire savoir votre réponse. Mais avant que votre réponse ne soit prise en compte, tenez-vous bien, il faut d'abord que vous vous abonnez à notre chaîne. Une fois que nous avons la certitude que vous êtes abonné, et en ce moment-là, nous vérifions votre réponse. Si c'est la bonne, le cadeau que vous allez obtenir, évidemment, vous fera, ça j'en suis totalement sûr, absolument plaisir. Alors, qui est l'homme politique français qui a dit « La France ne peut pas nourrir toute la misère du monde ». 1. François Mitterrand. 2. Charles de Gaulle. Et 3. Jacques Chirac. Allez, à vous maintenant de jouer. N'oubliez pas, avant de répondre à cette question, et je vous souhaite d'ailleurs une très bonne chance, en espérant que vous aurez la bonne réponse. Avant de le faire, il faut d'abord vous abonner sur notre chaîne, abonnez-vous massivement, cliquez sur le pouce en l'air, partagez notre rencontre, envoyez-nous votre réponse et évidemment la bonne réponse, on n'a pas encore de gros moyens, hein, donc la bonne réponse qui sera tirée au sort, eh bien, donnera, comment dire, à celui qui nous l'aura envoyé, l'occasion d'avoir un superbe cadeau. J'espère que ce cadeau lui fera plaisir. Allez, on continue. Numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans les pays. La France, en clair, a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé » et bien que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. En un mot, je découvre chez moi à la maison un trésor. Voilà, mais finalement, puisque ma maison, qui est censée être ma maison, n'est pas ma maison et que c'est la maison de quelqu'un d'autre qui la pilote à distance, eh bien, je suis censé attendre que si ce soit lui qui vienne au mieux récupérer le trésor et me donner la partie qu'il voudra bien me donner, sinon la quantité qu'il voudra bien me donner. Sinon simplement qu'il vienne, qu'il regarde le trésor et qu'il dise tout simplement « Oh, ce trésor ne m'intéresse pas, vous en faites ce que vous voulez » et c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai le droit de chercher à discuter avec mon voisin pour savoir s'il serait éventuellement intéressé par mon trésor. Aïe, 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 ah, c'est chaud, c'est chaud. Ceux que vous appelez immigrés ne sont pas des immigrés et vous qui vous faites appeler expatriés, vous êtes aussi des immigrés finalement. Mais on va en parler, voilà. Et puis 4, continuons. Priorité aux intérêts et entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics dans l'attribution des marchés publics. Eh bien, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. Même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs, eh bien, la conséquence de tout cela, c'est que dans la plupart de ces ex-colonies françaises, eh bien, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Peut-être devrions plutôt nous dire des immigrés français installés dans ces pays-là. En Côte d'Ivoire, par exemple, hein, c'est un exemple assez intéressant. Hein, la Côte d'Ivoire, on en parle, on en reparle, qui est quand même le cœur, à la fois le cœur, le poumon, le pancréas et tout ce que vous voulez de la France-Afrique. Eh bien, dans ce pays-là, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands leviers publics, que ce soit l'eau, l'électricité, la téléphonie, le transport, le port, les grandes banques, etc.
Si vous êtes ivoirien, vous avez certainement déjà constaté ça. Et si vous comptez découvrir la Côte d'Ivoire, vous allez voir, hein, que ce soit dans tous les secteurs, hein, les factures d'eau que vous payez, ce sont des multinationales françaises, électricité, comment dire, transport. D'ailleurs, de plus en plus, on parle de métro. Là encore, c'est un contrat avec une multinationale française. Et souvenez-vous, hein, c'est assez ironique quand même, hein, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lorsque une pluie qui n'a pas du tout prévenu la France-Afrique s'est abattue sur le fameux stade des Pimpé et qu'il a fallu reprendre la pelouse. Tiens, qui est-ce qu'on a appelé? Qui est-ce qu'on a appelé? La France. La facture, comme ça. On continue. Eh bien, voilà. Où est-ce que j'en étais? Parfois, je perds mon latin. Je ne suis pas latin, je perds mon africain. C'est beaucoup plus correct. Eh bien, c'est la même chose dans le commerce, la construction, l'agriculture. En un mot, ces États sont des propriétés françaises. N'ayons pas peur de le dire. N'ayons absolument pas peur de le dire. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions. Eh bien, les accords, les fameux accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent donc envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers, d'officiers, de militaires qui se sont révélés des traîtres finalement à leur propre patrie. Ils sont tous en sommeil et sont activés en cas de besoin, et cela pour un coup d'État ou tout autre but. Voilà. Historiquement, on a déjà vu cela. Hein. C'est vrai que au début des années 60, on a quand même vu quelques États africains, ce fut notamment le cas du Mali, il me semble, et quelques autres États qui ont quand même eu le courage d'envoyer des étudiants se former dans l'ex-URSS et même des officiers se former dans l'ex-URSS, mais majoritairement, la plupart de ces officiers sont, en tout cas pour ce qui concerne ces ex-colonies françaises, sont formés en France. Et voilà, il n'y a que la France qui a le droit de la fourniture de l'équipement militaire. D'ailleurs, souvenez-vous, hein, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta en parlait clairement lorsque justement ils ont dû faire face à un moment donné à cette poussée, on dit terroriste, mais moi j'ai envie de dire mercenaire simplement, voilà, cette guerre asymétrique, hybride. Je vais vous passer là, regardez les images de ceux qu'on appelle terroristes qui ont été pris dans l'attaque de l'école de la gendarmerie seulement le 17. Quand on regarde leur tête, franchement, on se demande bien, ces gens. Alors, si le diable ressemble à ça, c'est vrai que lorsqu'on le rencontre en ville, c'est, ma foi, assez difficile de pouvoir l'identifier, mais enfin, voilà. Et donc, et d'ailleurs, il y a un autre cas qui est assez intéressant, c'est celui de la Centrafrique, où au final, le président centrafricain, après avoir fait des mains et des pieds pour obtenir de l'armement afin de faire face aux rebelles dans son propre pays, et après les multiples refus de la France, a dû se tourner vers la Russie. 6, on y va. Eh bien, le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. On parle bien des intérêts français. C'est vrai que dans le narratif qui la plupart du temps est mis en avant, on parle voilà, d'intervention pour les droits de l'homme, d'intervention pour la démocratie, etc., etc.
Mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, réveillez-vous, ça n'a absolument rien à voir. Eh bien, ces interventions sont d'abord et avant tout faites pour les intérêts français. Cela en vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial. Eh bien, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Les bases militaires en question de la France-Afrique, finalement, lorsque le président, c'est un exemple là aussi qui est assez illustratif, le président Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire qui a tenté, on s'en souvient, de mettre fin à l'exploitation française dans son pays. Eh bien, la France a tout de suite organisé un coup d'État. Et d'ailleurs, les propos, que ce soit de Chirac à l'époque, de Nicolas Sarkozy, qui lui a succédé, de François Hollande, était sans équivoque. Et même l'intervention militaire française, dit-on, pour sauver la démocratie, nanani et nanana, et tout ça, une armée française qui a pilonné la présidence de la République de la Côte d'Ivoire. Voilà, et cela, personne n'a rien eu à dire là-dessus. Alors, pendant le long processus pour évincer Laurent Gbagbo, durant cette période, eh bien, des hélicoptères de combat, je le disais tantôt, et même des forces spéciales sont intervenues directement dans le conflit et ont tiré sur des civils. Souvenez-vous de ce qui s'est passé face à l'hôtel Ivoire en Côte d'Ivoire, plusieurs civils tués, aucun Français jugé ou condamné. La France a estimé d'ailleurs que les hommes d'affaires français avaient, tenez-vous bien, perdu plusieurs millions de dollars d'actifs en quittant précipitamment Abidjan en 2006. Pourtant, l'armée française, d'ailleurs, a quand même commis des exactions sur près de 65 civils non armés et on a blessé, c'est une estimation, aux alentours de 1200. Par la suite, on a retrouvé donc la France qui a réussi un coup d'État, c'est le cas de le dire, il n'y a pas d'autre terme. Elle a fini par transférer le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara avec l'apport d'un certain sergent-chef IB, mais surtout du parolier Guillaume Kibafori Soro qui pensait être dans les bonnes grâces de la France-Afrique avant de tomber en disgrâce, aussi bien du côté de la Côte d'Ivoire que de l'oligarchie france-africaine de façon générale. Eh bien, la France a donc demandé au final au gouvernement d'Alassane Ouattara de verser une indemnité à la communauté française pour rembourser, dit-on, les pertes pendant la guerre civile. Le gouvernement Ouattara s'est exécuté, il a dû payer 2 fois le prix de ce qu'ils avaient demandé. C'est à vérifier, mais en tous les cas, c'est ce que nous avons appris. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, mais que voulez-vous, si vous avez des éléments là-dessus, vous pouvez toujours nous écrire. Il faut prendre tout cela avec beaucoup de pincettes, mais en tous les cas, le fond, il reste le même. Le fond se concentre quand même sur ces fameux accords-là. Numéro 7. Allons toujours. L'obligation de faire du français la langue officielle des pays et la langue pour l'éducation. Et au final, depuis cette période d'indépendance, on le voit bien, nombreux sont les Africaines et les Africains qui éprouvent un certain complexe à parler leur propre langue, croyant que le français est beaucoup mieux que leur langue nationale et se disant d'ailleurs intellectuels dès lors qu'ils arrivent à faire une phrase avec un sujet verbe complément à la française.
Voilà. Et on voit d'ailleurs beaucoup d'artistes, d'humoristes qui ne tardent pas, on va dire, à avoir des éléments de comparaison totalement ridicules, il faut le dire, quand il s'agit de parler d'une mère française comparée à une mère africaine, d'un petit Français comparé à un petit Africain, de citer une ville, que ce soit Paris ou ailleurs, et de comparer cela à leurs propres États. Et d'ailleurs, quelqu'un s'est amusé sur un média france-africain a intitulé sa chronique satirique de Gondwana, où là, eh bien, au final, on a une face de la médaille qui est brandie, mais la face la plus sombre n'est jamais brandie. Numéro 8, l'obligation d'utiliser le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Eh bien voilà, donc la vraie vache à lait pour la France. Ce système est même dénoncé par l'Union européenne, mais la France, elle n'est pas prête, on le voit bien, à faire tomber ce système économique datant, s'il vous plaît, de la colonisation qui met environ 500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans sa trésorerie. Bon, sa trésorerie. Ouais, décidément. Ah ben c'est bien cela. Dans sa trésorerie, les trésoriers, vous avez bien compris, allez, on compte une fois ni loi. Aucun pays de la région ne s'est bougé. On parle d'une force en réserve de la CEDEAO, mais il n'y a absolument aucune solidarité sur la problématique. Et c'est un peu comme si finalement, on va dire, assister au déclin de ces pays était le moindre mal pour les autres États. Voilà, tout cela aussi, si vous lisez les dessous des cartes, si vous les connaissez, eh bien vous comprendrez que c'est ainsi simplement parce que ces pays ont osé diversifier leur partenariat militaire et ça ne plaît pas donc à la France, hein, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, c'est pareil lorsque, comment dire, la Côte d'Ivoire, elle aussi faisait face à sa guerre qui a débuté en 2002, le 19 septembre 2002, et dont finalement les assaillants ont fini par occuper une partie du territoire ivoirien jusqu'à ce que l'apothéose eh bien, ait lieu aux alentours de 2011. On n'a vu aucun État de la région s'impliquer concrètement, même militairement, pour que cela cesse. Bien au contraire, beaucoup ont envoyé des contingents eh bien, de mercenaires, de rebelles. Et voilà, ce sont des faits. Hein. Comme qui dirait, les faits sont têtus. D'ailleurs, le Burkina Faso a été la base arrière des rebelles ivoiriens de Guillaume Soro. Plusieurs pays ont pris part d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, hein, il faut être assez honnête, des intellectuels africains ont défendu bec et ongle l'idée farfelue selon laquelle la Côte d'Ivoire n'appartiendrait à personne et que ce serait une terre d'étrangers et que les Ivoiriens seraient xénophobes et que finalement Alassane Ouattara était recalé simplement parce qu'il était du Nord et musulman, comme qui dirait le karma ayant fait son retour, finalement, ceux qui avaient prêché cette parole et qui avaient fait boire ce nectar à plusieurs millions de personnes à travers le monde se retrouvent eux-mêmes eh bien, dans la même situation que la Côte d'Ivoire d'il y a environ 2 ans en arrière, hein, environ 20 ans, voilà, un peu plus de 20 ans en arrière. C'est cela. Donc, voilà, la situation est tout à fait claire. Et la plupart donc des pays ont seulement des alliances militaires avec les ex-colonisateurs. C'est drôle, hein, puisque vous ne pouvez pas faire mieux. La France, d'ailleurs, leur interdisait, ou en tout cas leur interdirait toute autre alliance militaire. Numéro 11, et c'est
voilà, par là que nous allons terminer, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains sont donc battus, se sont battus ainsi pour à la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée, c'est le cas de le dire, ou même minimisée finalement. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940 et que la France sait que les Africains pourraient leur être utiles pour sauver la grandeur, eh bien, de la France, donc, finalement, ça promet. Alors, la taxe coloniale française, on en a parlé, on en reparle encore. Jusqu'à quand, finalement? Eh bien, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez la possibilité, encore une fois, pour ceux qui aiment bien se documenter, la possibilité de vous pencher sur le cas de Haïti, qui a payé l'équivalent de 21 milliards de dollars en 1804, de 1804 à 1947, donc finalement près d'un demi-siècle, près d'un siècle et demi, pour les pertes, voilà, les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Alors, lorsqu'on voit cela, la question qu'on se pose pour les pays africains qui payent encore la taxe coloniale depuis seulement, on va dire sensiblement 50 ans, eh bien, est-ce que cela prendra fin ou alors est-ce que comme Haïti, il faudra attendre un siècle, voire un siècle et demi avant que tout cela ne prenne fin? Alors, pour conclure, lorsque vous voyez ces Africaines et ces Africains chez vous en France et que vos politiques, voire vos médias vous font comprendre que ce sont des envahisseurs, ce sont des immigrés, des clandestins, qu'on les traite de tous les noms d'oiseaux, des voleurs, des violeurs, des personnes qui viendraient augmenter la délinquance, des gens qui viendraient manger votre pain, si ce n'est... alors, qu'est-ce que vous mangez concrètement en France? C'est le beurre? Non, c'est pas le beurre. Hein? C'est pas le beurre. Ah, le fromage, voilà. Ben, c'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Il faut demander, je pense, des comptes à vos autorités politiques parce que concrètement, je pense que ces Africains seraient heureux et même très heureux dans leur pays d'origine. Ils ont absolument tout dans leur pays d'origine. Mais voyez-vous, la réalité elle est tout autre. Eh bien, ce sont leurs pays d'origine que de nom, mais dans la réalité, ces pays ne leur appartiennent pas. Et ces gens qui bravent le désert, la Méditerranée, dont beaucoup meurent dans l'indifférence totale des spécialistes des droits de l'homme, dont beaucoup sont violés, battus, etc., et qui arrivent, qui doivent encore une fois batailler une fois sur le territoire français, ne serait-ce que pour avoir un titre de séjour. C'est un parcours du combattant. Certains y vivent pendant 5 ans, 10 ans, voire plus sans titre de séjour. Et quand ils l'obtiennent pour avoir un travail décent, là encore, c'est une autre galère. Ils sont obligés de se diriger vers des secteurs hyper compliqués, avec des problèmes, sans parler du regard de certaines personnes, du racisme, de l'accusation. Certains même refusent aujourd'hui de regarder vos médias finalement parce que rien qu'à voir les débats, les chroniques, etc., on a un peu le sentiment eh bien, qu'ils sont des maudits et que voilà, ce sont des maudits, des damnés qui viendraient chez vous. Il n'en est rien. Faites une expérience simplement. Eh bien, rompez tous ces accords avec tous ces États africains. Mettez simplement 10 ans. 10 ans, 1, 2, 3, 10. Il n'y a plus d'accord et on verra bien. En 10 ans, est-ce que c'est la France qui va souffrir lorsque le cordon ombilical sera coupé entre elle et ses ex-colonies? Ou alors, est-ce que ce sont les ex-colonies qui vont courir pour lui demander pardon à la France? Salut.